Que vous soyez familier ou pas avec les maths, vous connaissez sûrement quelques trucs, comme le nombre d'or, les fractales, les nombres imaginaires ou même plus simplement le théorème de Pythagore. Mais connaissez-vous la théorie du chaos, le paradoxe de Banach-Tarski et l'utter oblivion? Dans cette vidéo, on va éplucher les aspects les plus intéressants des maths, ceux que vous ne verrez jamais dans une salle de classe. On va repasser à travers toute la face cachée des mathématiques que vous ne connaissez probablement pas, grâce au principe de l'iceberg. L'objectif va être de descendre dans toute la culture mathématique, en repassant parmi les anecdotes les plus connues des maths, pour arriver dans les abysses, là où les sujets controversés et les bizarreries en tout genre ne manquent pas. Cette vidéo sera tout public, vous n'aurez besoin d'aucune qualification pour la regarder et la comprendre dans son entièreté. Sur ce, bienvenue dans l'iceberg des mathématiques. Aussi bizarre que ça puisse paraître, parmi tous les nombres qu'on utilise dans la vie de tous les jours, certains sont plus importants que d'autres. C'est le cas de pi, dont on reparlera plus tard dans la vidéo, et c'est aussi le cas d'un nombre très différent des autres, le nombre d'or. Le logo d'Apple, les bandes dessinées de Tintin, les coquilles d'escargot, les pissenlits, l'homme de Vitruve, les choux de Romanesco, le Parthénon d'Athènes, la Joconde et même la chevelure de Trump, tous contiennent ce nombre d'or, cette proportion divine incarnant la beauté et la perfection qu'on retrouve partout dans les arts et même dans la nature. Même si à première vue tu ne la vois pas, je peux t'assurer que ton cerveau l'a déjà repéré. C'est ce qui fait que la Joconde nous semble tant harmonieuse dans ses proportions sans qu'on sache vraiment pourquoi. Selon toi, lequel de ces deux rectangles est le plus beau? Normalement, tu as choisi celui-là. C'est normal, c'est un rectangle d'or. C'est-à-dire que sa longueur est égale à sa largeur multipliée par le nombre d'or. Et justement, maintenant qu'on sait ça, si on regarde les œuvres d'art dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, on verra que certaines parties de l'œuvre sont en fait des rectangles d'or. On en construit plein successivement, et ça nous donne même une spirale plutôt jolie, la spirale de Fibonacci. Son nom vient de Leonardo Fibonacci, qui a découvert le nombre d'or en imaginant une expérience sur une population de lapins. Il simule l'évolution de cette population selon les règles suivantes. Un lapin adulte ne meurt jamais, mais il engendre un lapin enfant à la génération suivante. Et un lapin enfant devient adulte lorsqu'une génération est passée. En démarrant la simulation, l'évolution de la population de lapins nous donne cette suite de nombres. Quel est le rapport avec le nombre d'or? Eh bien, si vous divisez n'importe quel nombre de cette suite par son précédent, vous obtiendrez le nombre d'or. Et plus vous prenez des termes grands de la suite, plus votre approximation du nombre d'or sera précise. Car oui, ce qui est encore plus bizarre avec la proportion divine, c'est qu'elle est irrationnelle. Ce qui veut dire qu'il y a une infinité de chiffres après la virgule, et qu'on ne peut pas l'écrire sous forme de fraction. Enfin, ça, c'est pas totalement vrai. Certains nombres irrationnels peuvent quand même être écrits sous forme de fraction, mais ce sera pas une fraction finie. Par exemple, le nombre d'or, ça ressemble à ça. En voyant ça, on ne peut être que fasciné. Se dire que le nombre d'or considéré comme la proportion parfaite s'écrive comme ça, c'est juste fou. Je me demande comment certains peuvent encore détester les maths après ça. D'ailleurs, j'en profite pour te dire qu'une vidéo comme ça prend énormément de temps à faire. Donc si tu veux me soutenir gratuitement pour plus de vidéos, tu peux t'abonner et liker, ça m'aide énormément. Merci à toi si tu le fais. Mesurer la Terre avec un chameau. J'avoue, ça paraît impossible dit comme ça. Pourtant, un homme l'a fait, Ératosthène, le directeur de la grande bibliothèque d'Alexandrie. C'était en 240 avant notre ère, donc autant vous dire qu'il n'avait pas vraiment les mêmes moyens qu'aujourd'hui. Et même si aujourd'hui la grande majorité de la population pense que la Terre est ronde, à l'époque c'était plutôt l'inverse. Car même si Platon disait déjà que la Terre était ronde, les gens, en majorité, pensaient quand même qu'elle était plate. Du coup, Ératosthène va pas s'avancer, il va pas prouver que la Terre est ronde. Mais si jamais la Terre est ronde, alors il aura calculé sa taille. Ce que va faire Ératosthène pour calculer la circonférence de la Terre, ça part d'une simple observation. Il a remarqué que le jour du solstice d'été, à Sienne, les rayons du soleil tombaient directement dans un puits, sans refléter d'ombre. Ce qui signifiait que le soleil était pile au-dessus du puits à ce moment-là. Pourtant, le même jour, à Alexandrie, plus au nord, il a observé que cette fois, le soleil formait une ombre, ce qui veut dire qu'il n'était pas directement au-dessus du puits. En mesurant l'angle de l'ombre, il a trouvé qu'elle était d'environ 7,2 degrés, soit 1/50e d'un cercle complet de 360 degrés. Et là, mine de rien, il a déjà presque réussi à trouver la taille de la Terre, puisqu'il lui reste plus qu'à trouver la distance entre Alexandrie et Sienne, la multiplier par 50, et le tour est joué. Sauf que contrairement à ce qu'on peut penser... À l'époque de l'empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, au sommet il y a de l'or. L'or c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. À l'époque, on n'avait pas de moyen de calculer une telle distance, à l'exception d'un seul, le chameau. En fait, le chameau est réputé pour avoir des pas extrêmement réguliers, ce qui veut dire que la longueur d'un pas de chameau est globalement toujours la même. Donc c'est ça que va faire Ératosthène. Il va compter les pas d'un chameau entre Sienne et Alexandrie pour trouver la distance totale qui sépare les deux villes. En calculant la distance qui sépare les deux villes, puis en multipliant le tout par 50, il trouve une circonférence de la Terre égale à 39 500 km. Aujourd'hui, avec nos moyens actuels, on sait que la Terre mesure environ 40 000 km de circonférence. Donc la différence est quand même assez mince pour l'époque. Franchement, respect Ératosthène.
Devenir meilleur qu'Einstein en jouant au football. Devenir un génie des maths, on peut pas dire que c'est inné, en tout cas pas totalement. Mais par contre, ça vient de ton cerveau, donc si tu te prends un coup sur la tête, ça pourrait arriver à n'importe qui, non? N'importe quoi, c'est pas possible, c'est que dans les films et les livres qu'on voit ça. Eh ben non, c'est aussi possible dans la vraie vie. C'est déjà arrivé à un homme, Jason Padgett, un américain sans aucun intérêt pour les maths, qui à la suite d'une agression dans la rue, est devenu un véritable génie des mathématiques. Il était désormais capable de comprendre instantanément des notions qui auraient nécessité des années d'études, sans la moindre difficulté. Les maths lui étaient devenues naturelles. Et c'est pas que pour les maths, c'est aussi arrivé à d'autres personnes dans les arts, les lettres ou même la musique. Finalement, un traumatisme crânien, ça peut avoir du bon. Moins et moins font plus. Celui-là, il fait pas mal rire en général. À l'école, quand le prof de maths il m'a dit -2 fois -2 ça fait 4, j'ai lâché l'affaire. T'arrives à comprendre ça? Mon cerveau n'est pas dans une dynamique de compréhension, pas du tout. Bon, en fait, c'est totalement logique. Si tu es endetté 2 euros, c'est-à-dire que tu dois 2 euros à quelqu'un, on peut dire que tu possèdes moins 2 euros. Maintenant, si on multiplie -2 par -2, on peut aussi dire qu'on multiplie -2 par -1 puis par 2. Et ça revient à renverser ta dette de -2 euros puis à la doubler. Donc on obtient bien 4 euros. Finalement, rien de bizarre là-dedans, ça nous apprendra à pas faire confiance aux maths. Devenir riche grâce aux maths. En maths, il existe des problèmes réputés comme impossibles. Ce sont les 7 problèmes du millénaire, une liste de problèmes tellement difficiles à résoudre qu'ils sont primés à 1 million de dollars. Le concept a été repris de la liste des 23 problèmes de Hilbert, mais l'Institut Clay a compressé cette liste et a rajouté certains problèmes pour ne garder que les plus difficiles. Des problèmes si importants qu'ils auraient tous d'énormes impacts sur notre vision des maths, de la physique et du monde en général. Mais t'enflamme pas, devenir riche de cette manière est probablement la manière la plus difficile de devenir riche, compte tenu de la difficulté de certains problèmes. Tenez, pour que vous vous rendiez compte, prenons par exemple la conjecture de Hodge. La conjecture de Hodge affirme que pour une variété algébrique projective complexe X, toute classe de cohomologie de Hodge de type PP est une combinaison linéaire rationnelle de classes de homologie de sous-variétés algébriques de X. Rien que le énoncé suffirait à vous faire renoncer. Pourtant, en 2003, un russe, Grigori Perelman, a réussi à démontrer un de ces problèmes. Comme quoi, en maths, rien n'est impossible. Sans transition, on passe des problèmes les plus difficiles des maths à ça. Bah ouais, y a pas plus basique que le rond comme forme géométrique, et pourtant, y a aussi pas plus complexe. Et ça, notamment parce qu'elle est liée à un nombre qui vous est sûrement familier, le nombre pi. Tout le monde connaît pi, y a pas une seule personne sur Terre qui ne connaît pas pi. Alors qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir de surprenant avec ce nombre que vous ne connaissiez pas déjà? Bon, pour ceux qui vivraient dans une grotte et qui ne connaîtraient pas pi, pi c'est la circonférence d'un cercle de diamètre 1, ou si on généralise, c'est le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. Ça, vous le savez sûrement déjà, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que pi est resté pendant des siècles le sujet d'un problème mathématique célèbre, la quadrature du cercle. La quadrature du cercle a l'étonnante particularité d'être le plus vieux problème des mathématiques, puisqu'il date quand même de -800, c'est pas rien. Et pourtant, le problème posé est assez simple. Peut-on construire un carré qui a exactement la même surface qu'un cercle? Bah ouais, parce qu'au cas où ça vous aurait échappé, pi c'est un nombre irrationnel, c'est pas un nombre fini. Donc ok, il sert à calculer la surface d'un cercle, mais pour calculer l'aire d'un carré, on n'utilise pas pi. Alors comment on va faire? Bah regarde, t'as juste à faire un carré de côté racine de pi, et du coup l'aire est égale à racine de pi fois racine de pi. Donc l'aire est égale à pi. Voilà, pas besoin d'en faire tout un fromage. Non, je crois pas que t'aies bien compris. Il faut que le carré puisse être constructible. Sous-entendu que tu puisses le construire avec une règle et un compas. Sauf que pi est irrationnel, donc tu peux pas juste dire que tu vas construire un carré de côté racine de pi, car dans la réalité, c'est impossible à construire ça. Mais bon, le fait qu'on puisse pas écrire pi comme un nombre, eh ben bizarrement, ça suffit pas à dire qu'on peut pas faire de carré d'RP, parce qu'il y a certains nombres irrationnels qu'on peut quand même construire. Hein. C'est le cas de racine de 2, qui ok est irrationnel, mais qui représente la diagonale d'un carré de côté 1. On peut totalement construire. Du coup, on a dû attendre le 19e siècle, soit plus de 1000 ans, pour qu'un certain Ferdinand von Lindemann démontre que pi est bien un nombre transcendant. C'est-à-dire qu'il n'est la solution d'aucune équation polynomiale, donc en gros, tu peux ni l'écrire ni le construire. Ce qui met fin au débat, un rond ne rentrera jamais dans un carré. Mais ce qui est bizarre, c'est que pi, ça apparaît pas qu'en géométrie. En fait, dans tous les domaines des maths, on retrouve pi. Les séries infinies avec le problème de Bâle, l'analyse complexe avec l'identité de l'air, les probabilités, l'arithmétique, et j'en passe. Bref, pi est partout, et tout est dans pi. Mais ça, on en reparlera plus tard. 1 plus 1 égale 2. Bon, je sais, ça te paraît évident, mais est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi 1 plus 1 égale 2? Et non, c'est pas parce que une pomme et une pomme, ça fait 2 pommes. Car 1 plus 1 égale 2, c'est une égalité mathématique. Tu peux pas réussir à démontrer que toutes mes chaussettes sont noires si t'en prends une et qu'elle est noire. Du coup, il faudrait qu'on puisse réussir à démontrer mathématiquement que 1 plus 1 est égal à 2. Pour ça, on va faire appel aux briques élémentaires des maths, qui construisent les relations entre les nombres, les axiomes. Parce que, ok, même sans les axiomes, on voit bien que 1 plus 1 égale 2. Mais les maths, c'est très rigoureux. Donc en maths, si on peut pas prouver que 1 plus 1 égale 2, c'est que 1 plus 1 ne fait tout simplement pas 2. Bon, rassurez-vous, on peut le prouver plutôt facilement avec les axiomes, hein. Je suis pas en train de dire que 1 plus 1, ça fait pas 2. Mais par contre, c'est loin d'être si évident. Sinon, ça aurait pas nécessité un ouvrage de 400 pages au plus grand mathématicien de tous les temps.
On entend très souvent ce cliché que les mathématiciens ne sont pas des gens normaux. Maintenant, c'est devenu une vérité universelle que quand t'es mathématicien, t'as pas d'amis, t'es évidemment célibataire, et t'es ce mec bizarre au fond de la classe qui parle à personne, et qui est sur sa calculatrice, même en cours de français. Donc peu de personnes ont encore envie d'aimer les maths. Bah ouais, les histoires de mathématiciens célèbres et asociaux, ça manque pas. On raconte qu'un jour, le célèbre physicien Paul Dirac voyageait en train avec un ami à lui. Paul Dirac, bah il était pas très bavard. Du coup, lorsque son ami aperçut par la fenêtre du train un mouton fraîchement tondu dans un champ, son ami, pour démarrer la conversation, lança quelque chose comme « Oh, regarde, ce mouton a été tondu ». Aussitôt, Dirac le corrigea en disant que la seule chose qui nous est possible d'affirmer est qu'il a été tondu de ce côté. Et effectivement, mathématiquement, on n'a pas le droit de surinterpréter des données en essayant de faire passer des conjectures pour des vérités démontrées si elles le sont pas. Donc bon, techniquement, il avait raison. Mais quand même, rendez-vous compte du niveau du mec pour même plus faire la différence entre un énoncé mathématique logique et la réalité. Car dans la réalité, personne ne tue un mouton que d'un côté. Enfin bref, même si je suis pas du tout d'accord avec l'idée que tous les mathématiciens sont des asociaux obsédés par les maths qui ne savent même pas à quoi sert une douche, on peut quand même pas dire que c'est pas mérité. Et cette image qu'on a des mathématiciens, elle est aussi due à d'autres trucs. Je suis sûr que vous avez déjà tous vécu ce moment où un matheux vous faisait l'éloge des maths. Comme quoi les maths ça sert à tout dans la vie, que sans ça on pourrait pas construire d'immeubles, que dans la vie tout est mathématique, voire même que les maths, c'est beau. Cette notion de beauté peut vraiment paraître bizarre pour quelqu'un qui tout simplement n'aime pas les maths. Parce qu'on peut aimer la cuisine, mais pour autant la cuisine, je vois pas trop ce qu'il y a de beau là-dedans, enfin. À part peut-être les big gâteaux au chocolat, mais bon ça c'est plus la nourriture que la cuisine. Laissez-moi vous présenter la plus belle équation des maths. Son nom, c'est l'identité de l'air. Non, pas de l'air, de l'air. Leonhard Euler. Là, si vous êtes un peu matheux, il y a quelque chose qui vous a peut-être mis la puce à l'oreille. Ouais, en fait, ça c'est pas une équation. Et c'est pas non plus une formule, car dans une équation ou une formule, il y a un inconnu, et pas là. Ici, ce qu'on a, c'est juste une égalité, ou une identité. Il n'empêche que cette égalité, elle est considérée comme belle, et même comme la plus belle des maths. Alors, pourquoi? Pourquoi elle est belle, et pourquoi c'est la plus belle? C'est vrai que c'est quand même assez dingue de se dire qu'on peut trouver des formules belles. Oui, je sais qu'on a dit que c'était pas des formules, mais je m'en fous. Parce que des formules, on pourrait se dire que c'est juste des nombres et des lettres mis ensemble pour avoir un résultat, mais rien de transcendant. Et pourtant, c'est parfaitement sensé. Après tout, si les maths sont partout, que tout est mathématique, pourquoi un concept de mathématiques ou même une simple égalité ne pourrait pas en arriver à émouvoir les plus passionnés? Bon d'accord, mais pourquoi est-ce que cette formule précisément est la plus belle des maths? C'est vrai, je suis sûr qu'il y a 99% d'entre vous qui la comprennent même pas, ou pas totalement. Alors avec quelle prétention on pourrait affirmer que cette formule est la plus belle des maths? Après tout, la beauté est subjective, non? Ouais, mais même si on comprend pas son sens, on peut quand même comprendre sa beauté. Déjà, elle réunit les opérations élémentaires des maths, l'addition bien sûr, la multiplication et aussi l'exponentiation, la puissance, ainsi que le égal, symbole central des maths qui permet les relations logiques entre les nombres, et également des nombres un peu plus compliqués comme le nombre pi dont on a déjà parlé, la constante d'Euler, la fonction exponentielle, et un nombre que vous ne connaissez peut-être pas, le nombre i. C'est quoi ça? Pour le comprendre, remontons quelques pas en arrière. Résolvez cette équation. Pour rappel, résoudre une équation, ça veut dire trouver là où les valeurs de x qui font que l'égalité est vérifiée. Vous y arrivez pas? Bah ouais, en même temps, j'ai jamais été très bon en équation. Non mais laisse tomber, c'est normal, parce que cette équation, elle est irrésoluble. Regardez, si on fait -1 de chaque côté, on obtient l'égalité x carré égale -1, et là, on est bloqué. Et oui, un carré est toujours positif, donc une racine carrée négative, c'est pas possible. Ça, vous l'avez sûrement appris en cours de maths. Bah oui, un carré c'est une surface, et une surface négative, ça peut pas exister. Sauf que ça, c'est vrai dans l'ensemble des nombres réels, mais il existe des ensembles plus grands que les nombres réels, les nombres imaginaires. En fait, plutôt que d'avoir racine de -1, on va définir un nombre i comme étant le nombre dont le carré vaut -1. Que vaut i du coup? On sait pas, il vaut rien en fait. Le nombre i, il n'existe pas sur le même axe que les autres nombres, comme les nombres réels. En fait, il est placé sur l'axe des ordonnées, l'axe des nombres imaginaires, de façon à ce que si on multiplie i par i, ça revienne à faire une rotation de 90 degrés, et donc à redonner -1. Donc i, il vaut pas racine de -1, mais pour autant, son carré vaut -1. C'est un peu un paradoxe, puisqu'on nous dit depuis toujours que la racine carrée est l'opération inverse du carré, mais bon, faut croire qu'on nous a longtemps caché des choses. Prenez un nombre entier positif. S'il est pair, divisez-le par 2. S'il est impair, multipliez-le par 3 et ajoutez 1. Si vous prenez par exemple 14 563, vous verrez qu'au bout de seulement 19 manipulations, vous descendrez à 1 pour suivre une suite de nombres infinis, 4, 2, 1, jusqu'à l'infini. C'est la conjecture de Syracuse, appelée comme ça car celui qui a posé la conjecture vivait dans cette ville des États-Unis. Rien à voir avec la ville antique Syracuse de Sicile où habitait Archimède. Mais y a quoi de surprenant à ça? Peu importe le nombre que vous choisirez, dans tous les cas, vous obtiendrez cette suite qui se répète indéfiniment, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Et si cet énoncé reste au stade de conjecture et pas que c'est un théorème, c'est parce qu'il n'a jamais été prouvé. Car croyez-le ou non, un énoncé qui m'a pris 30 secondes à vous expliquer aura pris bien plus de temps que ça aux mathématiciens pour le résoudre, si tant est qu'ils y arrivent un jour.
Si vous êtes passé par le collège, il y a de grandes chances que vous ayez appris les fonctions. Des objets mathématiques très intéressants, mais si on s'en souvient, c'est surtout parce qu'ils ont la fascinante particularité de nous donner des courbes. Et comme les fonctions qu'on voit à l'école peuvent généralement se représenter par une courbe, ce qui n'est pas le cas de n'importe quelle fonction, on en arrive parfois à obtenir des courbes vraiment bizarres. Par exemple, il est possible de reproduire le symbole de Batman. Oui, ça c'est une fonction. Bon, la fonction en question est très complexe, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Puisque si des courbes comme ça existent, ça pose un problème important. Est-ce que n'importe quelle courbe peut exister? Par exemple, est-ce que c'est possible de me dessiner moi grâce à une fonction? Eh bien non, c'est pas possible. Tout simplement parce que peut pas y avoir deux points sur la même droite verticale, puisque un antécédent peut pas avoir plusieurs images. On pourrait dire que c'est pourtant exactement ce qui se passe avec Batman, mais non, car la fonction qui donne la courbe de Batman, c'est pas vraiment une fonction. En fait, c'est un assemblage de fonctions. Et dans ce cas, si on multiplie des fonctions pour avoir des morceaux de la courbe finale, alors oui, c'est possible de tracer ma photo de profil en une seule équation. Tu peux même tracer ce que tu veux, mais ce sera pas la courbe d'une vraie fonction. Ce sera ce qu'on appelle une équation cartésienne. En tout cas, maintenant, tu sais qu'il est possible de faire la courbe que tu veux sur ta calculatrice. Bon, après, il faut déjà du temps à tuer, car rien que la courbe de Batman pour la rentrer dans ta calculatrice, ça doit déjà prendre quelques heures. La loi de Benford. Un nom bien complexe pour signifier une question pourtant bien singulière en apparence, pourquoi y a-t-il plus de 1 que de 9 dans les étiquettes de supermarché? Et oui, figurez-vous que si on relève tous les prix des produits dans les supermarchés, et qu'on ne garde à chaque fois que le premier chiffre, on trouve l'étonnant résultat qu'il y a plus de 1, que de 2, que de 3, que de 4, etc. jusqu'à 9. On pourrait se dire que c'est parce qu'il y a moins de produits chers dans les supermarchés, mais c'est faux. Car que l'on choisisse de regarder les fleuves d'Europe, les îles de Polynésie, la population des villes ou même la distance qui sépare les étoiles de la galaxie, on retrouve à chaque fois le même phénomène. Alors comment l'expliquer? Dans le cas des prix du supermarché, les petits chiffres comme 1 occupent plus de place. Car entre 1 et 2, il y a une plage de 1, et entre 8 et 9 aussi. Sauf qu'entre 1 et 2, la multiplication est très grande, car on fait x2. Et entre 8 et 9, elle est beaucoup plus petite, car on fait seulement x 1,125. Plus on prend des grands nombres, plus la multiplication pour passer d'un nombre à l'autre est petite. En gros, plus on avance dans les chiffres, plus les écarts sont petits. En fait, les petits nombres occupent beaucoup plus de place que les grands nombres dans le monde de la multiplication, alors qu'ils occupent autant de place dans le monde de l'addition. Mais aussi surprenant que ça puisse paraître, la plupart des phénomènes de notre monde fonctionnent dans une logique multiplicative, qu'il s'agisse de phénomènes naturels comme les cours d'eau ou pour les prix dans les supermarchés. Si on vivait dans un monde additif où tout progresse par des écarts constants, alors chaque chiffre apparaîtrait avec la même fréquence. Mais comme beaucoup de choses dans la vie suivent une logique de proportion multiplicative, c'est-à-dire qu'on multiplie plutôt que d'ajouter, les petits nombres prennent plus de place. Du coup, il y a plus de 1 que de 9. Oui, d'un point de vue multiplicatif c'est vrai, mais d'un point de vue additif, il y en a autant. On est toujours content quand on ouvre le carton d'une pizza à emporter et qu'elle est déjà découpée. Mais si les parts ne passent pas par le centre de la pizza, ça donne des parts de taille différentes, et on est tout de suite moins content. Comment rattraper le coup et partager de manière équitable les deux moitiés de la pizza de taille différente? Si l'une des lignes de coupe coupe la pizza en deux parts égales, alors le problème est résolu d'avance, puisqu'on a déjà deux moitiés de pizza identiques. Mais dans le cas contraire, c'est plus compliqué. On sait pas trop comment faire pour distribuer équitablement les parts. Heureusement, le théorème de la pizza 4 fromages est là. Ce que nous dit le théorème, c'est qu'en gardant une part sur deux, on aura une répartition équitable, à condition qu'on ait coupé la pizza en un nombre pair égal à 4 ou plus grand que 4. Par exemple avec 4, 6 ou 8 parts. Mais il sera impossible de rétablir équitablement les parts de pizza pour un nombre impair de coupes. Souvenez-vous-en la prochaine fois que vous commanderez une pizza. Prenez deux pancakes. Pas obligé qu'ils soient parfaitement ronds, logique ce sont des pancakes. On va considérer que ce sont des pancakes plats, c'est-à-dire en deux dimensions. Ce que nous dit le théorème des pancakes, c'est qu'il sera toujours possible de les couper en deux parties égales avec un seul coup de couteau. Avec un seul pancake, ça semble évident puisqu'on a une infinité de coupes possibles pour séparer le pancake en deux parts égales. Mais là où le théorème devient intéressant, c'est qu'il nous affirme que parmi cette infinité de coupes, il y en aura toujours au moins une qui va aussi couper le deuxième pancake en deux parts égales. Bon, avec un peu de logique, on se rend compte que le théorème fonctionne même pour 10, 100 ou même 1 million de pancakes, puisqu'il sera toujours possible de trouver la manière parfaite de couper un nombre fini de pancakes. Et ça fonctionne aussi en 3 dimensions. Le théorème prend alors le nom de théorème du sandwich. Et il nous dit qu'on peut couper avec un coup de couteau toutes les parties d'un sandwich en parties égales. Encore une fois, même si on a pris le méga large XXL hamburger à 150 étages. Même si bon, en pratique, couper en un seul coup de couteau les 150 étages d'un hamburger, voire même plus, ça paraît compliqué. Les nombres diaboliques. 666, c'est sans contester le nombre le plus diabolique de tous. Pourquoi? Bah en fait, le nombre est tiré de l'Ancien Testament et est nommé nombre de la bête. Il y a bien plusieurs théories pour expliquer pourquoi 666 et pas un autre nombre, mais bon, on sait pas pourquoi 666. N'empêche qu'aujourd'hui, c'est une figure emblématique du diable et des enfers dans les films, les livres et même dans les maths. Et ben ouais, les numérologues ont beaucoup cherché et à force, ils ont fini par trouver. D'abord, la somme des carrés des 7 premiers nombres premiers, les nombres qui ne sont divisibles que par 1 et par eux-mêmes, donne 666. De même que la somme de tous les entiers jusqu'à 36. Du coup, on a décidé que tous les nombres dont la somme des premières décimales donne 666 seraient aussi des nombres diaboliques. C'est par exemple le cas de pi et du nombre d'or dont on a déjà parlé. Mais bon, ça n'en reste pas moins une simple coïncidence, car il y en a plein d'autres, des nombres emblématiques
mathématiques en maths comme l'exponentielle qui ne sont pas diaboliques. C'est même plus fort que ça, parce que la probabilité qu'un nombre choisi aléatoirement soit diabolique, on peut la calculer, et elle est de 20%. Ce qui est quand même beaucoup pour un nombre qui est censé être rare et diabolique. Faut se rendre à l'évidence, parmi leur infinie beauté, les maths n'ont pas manqué de nous laisser de belles coïncidences, parfois inexplicables. Regarde, si tu prends un nombre de 4 chiffres, n'importe lequel, en réarrangeant les chiffres dans l'ordre décroissant puis dans l'ordre croissant, et en faisant la différence entre les deux, t'arriveras toujours sur 6174. C'est le nombre de cas précaires. Peu importe quel nombre tu choisis et peu importe le temps que ça prendra, tu retomberas toujours sur ce nombre. Et ça, c'est parce que 6174 obéit lui-même à sa propre règle. Si tu ranges 6174 dans l'ordre décroissant puis dans l'ordre croissant, et que tu soustrais les deux, tu auras aussi 6174. Donc même si avec un nombre donné on n'arrive pas tout de suite à 6174, on y arrivera quand même, car une fois qu'on y est, on y reste. Comme si 6174 était le point de non-retour des nombres à 4 chiffres. Dans la lignée des trucs sympas mais inutiles en maths, on a aussi la multiplication 111 111 111 fois 111 111 111, qui, vous l'aurez remarqué, donne le palindrome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La fraction 1 sur 998 001 qui donne une suite remarquablement régulière contenant tous les nombres entiers séparés par des zéros, et enfin la division par 7 qui, peu importe le nombre que vous souhaitez diviser, vous renverra la séquence de nombres 1, 4, 2, 8, 5, 7, qui se répète à l'infini. Ça c'est pas très intéressant car c'est toujours la même séquence qui se répète en boucle, mais des fois c'est pas le cas. Des fois les nombres qui se répètent à l'infini sont différents. Ça donne lieu à ce qu'on appelle les nombres univers. Les nombres univers, ça peut faire penser à un truc plus badass que rigoureux mathématiquement. Pourtant, je vous assure que comme n'importe quelle catégorie des autres nombres, les nombres univers sont très importants et bien définis. Les nombres univers, on les confond souvent avec une autre catégorie de nombres, les nombres irrationnels. Les nombres irrationnels, vous savez, c'est les nombres qu'on peut pas écrire comme une fraction, et qui possèdent une infinité de décimales après la virgule sans contenir de séquences qui se répètent. Par exemple, pi, c'est un nombre irrationnel. Mais là où on confond généralement les nombres univers avec les nombres irrationnels, c'est que les nombres irrationnels, ok, ils ont pas de séquences répétées, mais on peut quand même les prévoir. Par exemple, si je crée un nombre n qui est égal à 1,101111011101110111 jusqu'à l'infini, bah ça on peut le prévoir. On sait qu'à chaque fois il y aura un 1 en plus. Pour autant, il n'y a pas de séquence qui se répète, donc c'est pas un nombre univers, contrairement à pi, le nombre d'or, l'exponentielle et plein d'autres. Ce que ces nombres ont de si particulier, c'est que comme ils ont une infinité décimale qu'on peut pas prévoir, on peut tout retrouver dedans, même une infinité de livres à la suite. Et on peut aussi lire le futur. Le fait qu'on puisse tout retrouver dans un nombre univers, ça peut faire penser à une loi assez célèbre, la loi de Murphy, qui dit que tout ce qui peut arriver, arrivera. Dans le cas des nombres univers, on comprend bien la comparaison, mais en maths, la loi de Murphy fonctionne pas vraiment, notamment parce que ça va à l'encontre du principe des probabilités. Bah oui, si on joue à pile ou face, pile peut arriver, et pour autant, il a que 50% de chance d'arriver, donc pi va pas forcément arriver. Vous connaissez sûrement des nombres très grands, 1 million, 1 milliard ou 1 million de milliards, mais connaissez-vous le gogol, le gogolplex, le nombre de Graham et l'oblivion? Je pense pas, parce que ces nombres ne sont pas juste grands, ils défient le cerveau humain en apportant des paradoxes plus contre-intuitifs les uns que les autres. Si bien que l'étude des nombres faramineusement grands ont pris la place d'une branche des maths à part entière, la gogologie, qui porte plutôt bien son nom, car l'un des tout premiers très grands nombres se nomme le gogolplex, l'extension du gogol, 10 puissance 10 puissance 100. Ça, c'est une autre histoire, car même si on dirait pas comme ça, la différence entre le gogol et le gogolplex est juste colossale. En fait, le gogolplex est tellement énorme que si vous marchiez un gogolplex de mètres dans une direction, vous tomberez forcément sur vous-même, enfin sur un clone de vous, parce que les combinaisons d'atomes vont forcément, à un moment donné, être identiques en tout point aux atomes de ton corps. Et c'est assez perturbant de se dire que sur un gogolplex de mètres dans n'importe quelle direction, il y a un clone de vous, qui pense comme vous et fait tout comme vous. On se croirait un peu dans une science-fiction. Mais ça, c'est encore rien par rapport aux nombres qui nous attendent. Car pour augmenter d'un cran, on va pas juste se contenter d'empiler les puissances, il y a moyen de faire bien mieux que ça. Parce que le domaine des maths où on a les plus grands nombres, c'est pas l'algèbre, mais la combinatoire. La branche des maths qui permet de compter les différentes combinaisons possibles des nombres, comme dans le cas d'un cadenas à code par exemple. Et avec ça, on peut obtenir des nombres juste absurdément grands, qui dépassent de loin le gogolplex, comme le nombre de Graham par exemple. Pour comprendre le nombre de Graham, voilà comment faire. Prenez un cube. Un cube, c'est comme un carré, mais en 3 dimensions. Et son nombre de sommets est égal à 2 puissance 3, soit donc 8. Maintenant, on va relier chaque sommet du cube par des lignes, et colorer ces lignes aléatoirement en rouge ou en bleu. La question est de savoir si parmi toutes les possibilités de coloration aléatoire de lignes, on peut trouver une face du cube qui est reliée par 4 lignes de même couleur. Si c'est le cas, alors c'est qu'on n'a pas réussi. Mince. Bon, du coup, on peut peut-être essayer dans les dimensions supérieures. Pour un cube de dimension 4, pareil, on arrive encore à trouver des carrés dont les côtés sont de même couleur. Et c'est la même chose pour un nombre très grande dimension. Le nombre de dimensions qu'il nous faudra atteindre, vous l'aurez deviné, c'est le nombre de Graham.
Ensuite vient le nombre tri, le nombre arbre. Effectivement, vous l'aurez compris, on va parler d'arbres. La question ici est de savoir combien de branches on peut créer sur un arbre à partir d'un nombre donné de graines différentes. Des graines, il y en a de toutes les couleurs, bleu, rouge, vert, jaune, violette. La seule règle pour créer les branches de l'arbre, c'est qu'on n'a pas le droit de créer un arbre qui avait déjà été créé avant. En gros, on peut pas mettre le même arbre plusieurs fois à l'intérieur de l'arbre. Et c'est logique en fait, car sinon on pourrait créer des arbres à l'infini. Donc bon, d'abord avec une graine, une couleur. Bon bah là, on peut pas faire de branches sans répéter la même couleur, puisqu'on a qu'une seule couleur de graine. Donc tri de 1 égale 1. Ensuite, avec 2 graines, 2 couleurs. Cette fois, on arrive jusqu'à 3 branches avant d'être bloqué. Tri de 2 est donc égal à 3. Maintenant, avec 3 graines, les choses prennent une tournure inattendue. Les branches semblent ne rencontrer plus aucune limite. Et le nombre de branches atteint un nombre immensément grand, bien plus grand que le nombre de grammes, presque aussi grand que l'infini. On pourrait se dire que du coup, on peut pas vraiment faire plus que ça. Mais évidemment non, parce qu'on peut très bien s'amuser à créer des trucs qui n'ont pas vraiment de sens, comme tri de nombre de grammes, puissance tri 3 fois googolplex. Effectivement, c'est encore plus grand, mais bon, ça reste des nombres un peu débiles, que les mathématiciens appellent des nombres salades. Dans le même registre, on retrouve le Bigfoot, l'Oblivion et l'Utter Oblivion. Des nombres stupidement grands, mais insignifiants comparés à l'infini. Aujourd'hui, on va pas s'attarder sur des choses trop classiques à propos de l'infini, car pour ça, vous pouvez aller voir ma dernière vidéo. Non, ici, on va s'intéresser uniquement à des faits tellement surprenants et contre-intuitifs à propos de l'infini qu'ils sont considérés comme des paradoxes à part entière. Une pile de cartes infinie. Est-il possible de construire une pile de cartes qui déborde de la table sur laquelle elle est posée? Oui, mais est-ce qu'on peut la faire déborder de 10 mètres, 100 mètres ou même à l'infini? Ça, c'est une autre histoire. Commençons par voir ce qui se passe avec une carte. Avec une carte, la gravité nous empêche de dépasser de la table de plus d'une demi-carte. Essayons avec 2 cartes. La méthode pour optimiser le dépassement est déjà plus complexe, mais on y parvient. Et on arrive à faire dépasser la pile de la table d'une demi-carte plus un tiers de carte. Donc avec une carte, on dépasse la carte d'une demi-carte, et avec 2 cartes, d'une demi plus un tiers de carte. Vous commencez à voir le truc venir? Et oui, on peut calculer que pour un nombre donné de cartes n, on pourra faire grandir la pile de cartes jusqu'à 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart, et ainsi de suite jusqu'à 1 sur n cartes. Et on obtient un résultat assez surprenant en maths qu'on appelle la somme harmonique. Mais donc, est-ce que cette somme harmonique va jusqu'à l'infini? Est-ce qu'avec une infinité de cartes, on peut dépasser la table d'une infinité de mètres? Et non, la réponse n'est pas évidente. Par exemple, si on fait la somme 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième et ainsi de suite jusqu'à l'infini, eh ben ça fait pas l'infini, ça fait que 1. Ça se démontre assez facilement avec des carrés d'ailleurs. Donc comment savoir si en empilant les cartes jusqu'à l'infini, on va bel et bien pouvoir dépasser la table d'une infinité de mètres? Ben on a des fractions là, et les fractions, on vous a toujours appris que c'est comme des parts de gâteau, non? 1 demi on peut le laisser tout seul, 1 tiers et 1 quart vont ensemble, 1 cinquième jusqu'à 1 huitième ensemble, et 1 neuvième jusqu'à 1 16e ensemble. On peut remarquer qu'à chaque fois, on obtient plus d'un demi-gâteau, ce qui veut dire qu'en ajoutant tous les gâteaux, on aura une infinité de gâteaux, et donc la série harmonique s'étend jusqu'à l'infini, tout comme notre pile de cartes. Mais est-ce qu'en pratique c'est possible? Bon, la question peut sembler un peu débile, mais vérifions quand même. Si on considère qu'une carte fait 1 décimètre, avec par exemple 1 million de cartes, on aura dépassé la table de 14 décimètres, ce qui est étonnamment peu. Avec 2 millions de cartes cette fois, on dépasse la table de 14,09 décimètres, ce qui est toujours vraiment très petit, sachant qu'on a doublé notre nombre de cartes. Pour dépasser la table de 10 mètres, on aura besoin de 10 puissance 43 cartes. Donc même si en pratique, il est impossible de faire une pile de cartes qui fasse le tour de la Terre, en théorie, c'est largement possible, puisqu'on pourrait même faire une pile de cartes qui fait un googolplex de mètres et qui s'en irait là-bas rejoindre mon clone dans les profondeurs de l'espace. Le fini peut être infini. Imaginez un univers sphérique habité par des personnes. Sur ce plan, vous pouvez vous déplacer en longueur et en largeur. La spécificité de ce plan, c'est qu'au centre, la taille des objets y est maximale. Et plus vous vous éloignez du centre, plus les objets vont diminuer. Nous, on voit bien que ce cercle est d'une taille finie. Mais du point de vue des habitants du cercle, il est infini. Car plus ils se rapprochent du bord du cercle, plus ils rapetissent. Ils ne s'en rendent pas compte car tout ce qui se trouve autour d'eux rapetisse également, de sorte qu'ils ne pourront jamais atteindre le bord du cercle. Les paradoxes qui n'en étaient pas. Lors d'une course entre le héros grec Achille et une tortue, Achille décide de laisser 900 mètres d'avance à son adversaire. Il vous semble peut-être évident que si Achille court 10 fois plus vite que la tortue, il va la dépasser en un rien de temps. Et pourtant, le philosophe grec Zénon disait qu'il avait trouvé une preuve qu'Achille ne dépasserait jamais la tortue. Pour dépasser la tortue, Achille doit déjà rejoindre sa position. Et pendant ce temps, la tortue aura à son tour avancé, donc Achille devra rejoindre la nouvelle position de la tortue, et comme ça, indéfiniment. Bon en fait, l'argument de Zénon tombe totalement à l'eau. Bah oui, quand la tortue aura parcouru 100 mètres, Achille en aura lui parcouru 1000, et donc il l'aura dépassé. Et Zénon en a sorti plein d'autres, des prétendus paradoxes comme ça. Une autre idée qu'il a eue a été celui du paradoxe de la dichotomie. En gros, Zénon nous dit que si un objet A veut se rendre à un point B, il devra d'abord parcourir la moitié de la distance pour se rendre à B, et la moitié de la moitié de la distance, et la moitié de la moitié de la moitié de la distance, etc. jusqu'à l'infini. Donc l'objet n'atteindra jamais le point B, car pour ça, il faudrait passer par une infinité de points. Bon, sauf que le truc qu'il avait oublié, c'est que c'est pas parce que tu passes par une infinité de points pour aller à B que tu vas mettre un temps infini pour aller à B. Nous, ça nous semble évident, mais faut croire que pour Zénon, pas du tout. Et ça l'a même pas arrêté sur sa lancée.
Il a aussi formulé le paradoxe de la flèche. Zénon croyait que si on lançait une flèche avec un arc, la flèche n'était en fait pas en mouvement. Oui, c'est bizarre. En fait, Zénon explique qu'on peut diviser le temps qui passe en une infinité d'intervalles, en une infinité d'instants. Et comme à chaque instant la flèche a une position donnée immobile, il dit que la flèche est immobile. Pour lui c'est clair, le mouvement est une illusion. Ouais, Zénon, c'est clair qu'il était un peu fâché avec l'infini, fâché avec les maths en général en fait. Et ça peut se comprendre, car même s'il a été un grand philosophe, père du stoïcisme, à l'époque les maths telles qu'on les connaît aujourd'hui n'existaient pas. Rien ou presque n'avait été vraiment construit en maths, donc il était beaucoup plus facile de faire des erreurs. Allez va, ça passe pour cette fois Zénon. Vous êtes-vous déjà promené dans la nature? Si oui, alors vous avez forcément déjà croisé des fractales. Ces motifs se répétant à l'infini, présents dans les fleurs, les légumes, les fruits de mer et même certains animaux. Le principe d'une fractale est que peu importe l'endroit où vous zoomez, vous verrez le même motif se répéter à l'infini. Les littoraux d'un pays sont parfois aussi des fractales, c'est le cas notamment avec l'Angleterre. Quand vous zoomez sur ces côtes, le motif rugueux de leur surface leur donne des propriétés similaires à celles des fractales. Et ça donne alors lieu à un étrange paradoxe, le paradoxe du littoral. Si on observe l'Angleterre depuis l'espace, par satellite donc, on peut mesurer avec une certaine précision la longueur de son littoral. Mais si on se rapproche, on sera bien plus précis, et on verra que la longueur de son littoral sera bien supérieure à celle qu'on a mesurée depuis l'espace. En te rapprochant encore, la distance va encore augmenter, et comme ça jusqu'à l'infini. Donc le littoral a une longueur infinie? Évidemment non, un littoral n'est pas de longueur infinie. Donc on préfère dire qu'on peut pas le mesurer, et que parler de la longueur d'un littoral, ça a pas vraiment de sens. Sauf que ça pose un problème. En fait, théoriquement, on peut pas mesurer précisément un littoral. Et donc on peut pas affirmer par exemple que le littoral de l'Angleterre est plus petit que celui de la Norvège. Même si ça semble évident que la Norvège est plus grande que l'Angleterre. Mais mathématiquement, c'est impossible de l'affirmer. Et ça soulève pas mal de questions. Puisque mon chou de romanesco est une fractale, et qu'une fractale est de longueur infinie, est-ce que je vais devoir utiliser une infinité de sauce béchamel pour le recouvrir? Un mathématicien, Hausdorff, va répondre à cette question existentielle en introduisant de nouvelles dimensions, les dimensions fractales. Nous, on est dans un monde en 3D, Mario Bros est en 2D, et une ligne horizontale est en 1D. Et ben, les dimensions fractales, c'est rien de tout ça, puisque ce sont des dimensions intermédiaires. Il en existe plein pour les différents objets fractales qu'on peut rencontrer, comme la dimension 1,6, 2,3 ou 2,99 en fonction du niveau de complexité de la fractale. Par exemple, on sait que les côtes de l'Angleterre ont une dimension fractale d'environ 1,25. Les choux de romanesco, c'est 2,66. Évidemment, ces chiffres ne sortent pas de nulle part, on peut les calculer, mais la formule pour le faire est juste impossible à comprendre, alors on va en rester là, c'est déjà pas mal. S'il y a bien un truc qu'on peut retenir de Zénon, c'est que l'infini, c'est pas quelque chose qu'on comprend aisément. Certains grands mathématiciens s'y sont intéressés et ont compris qu'il existe plusieurs infinis. Par exemple, l'infini des nombres entiers n'est pas le même infini que l'infini des nombres à virgule. Il est en quelque sorte plus petit. Et ça, on l'a démontré, mais n'empêche qu'une fois qu'on arrive à ce résultat de se dire que l'ensemble des nombres à virgule est plus grand que l'ensemble des entiers, on s'est posé une dernière question. Y a-t-il un infini intermédiaire entre ces deux infinis? Et même pour aller plus loin, y en a-t-il une infinité? Car on peut prouver qu'un truc est plus grand qu'un autre, ok, mais prouver que ces deux trucs sont en quelque sorte voisins et que rien ne peut se glisser entre eux, ça c'est une autre histoire. Vous vous dites peut-être que comparé à ce qui a déjà été fait, prouver ça peut pas être si compliqué que ça, et pourtant le problème n'a jamais été résolu. Il figure désormais au panthéon des problèmes mathématiques oubliés. Et le fait que personne ne soit capable de résoudre un problème en apparence si simple, ça a terrifié un grand nombre de mathématiciens dans l'histoire. Et pour être honnête, c'est vrai qu'après ça, on peut se demander si les maths ne seraient pas un énorme mensonge. Les maths sont fausses. Vous connaissez sûrement ce paradoxe de la Grèce antique qui consiste à dire que je suis un menteur. Si c'est vrai, alors je suis un menteur, mais donc ce que je dis est faux, donc je ne suis pas un menteur, mais donc c'est vrai et donc c'est faux. Si je dis ce stylo est rouge alors qu'il est bleu, je mens. Alors que si je dis qu'il est bleu en revanche, je dis la vérité. Ce feutre de merde est bleu! Maintenant, si on veut le prouver, peut-on prouver que le stylo est bleu? Oui, puisqu'il l'est. Et peut-on prouver qu'il est rouge? Non, puisqu'il ne l'est pas. Mais peut-on prouver qu'on ne peut pas prouver qu'il est rouge? Là, ça se complique. On se rend compte que la vérité et la preuve sont deux choses différentes, et même qu'elles ne sont pas toujours liées. Il faudra attendre le XXe siècle pour qu'un jeune logicien et mathématicien allemand, Kurt Gödel, découvre un théorème qui porte désormais son nom, le théorème de Gödel. Le théorème a l'air de rien comme ça, mais pourtant, il va renverser les mathématiques de l'époque et laisser bouche bée de nombreux pionniers, comme David Hilbert, qui pensait que toutes les propositions mathématiques qui s'avéraient vraies étaient démontrables. Alors que non, le théorème de Gödel, c'est justement ça. En fait, Gödel a prouvé que parmi toutes les propositions des mathématiques, certaines sont dites indécidables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les prouver. C'est exactement à cette catégorie qu'appartient l'hypothèse du continu. On ne peut ni prouver qu'elle est vraie, ni qu'elle est fausse. Et du coup, on sait qu'il existera toujours une part de mystère irrésolu en maths. On ne pourra jamais tout savoir. Pythagore, le gourou. Je suis sûr que vous connaissez absolument tous Pythagore, au moins de nom. Mais si, vous savez, l'ami d'Euclide avec qui ils ont créé toute la géométrie. Non, je déconne, ils ont même pas vécu au même siècle.
Ben ouais, évidemment que si tu connais Pythagore, c'est pour son théorème. Le théorème qu'on vous a tous enseigné à l'école, alors que, bah, c'est pas logique. En fait, le théorème de Pythagore, c'est qu'un cas particulier d'un autre théorème, celui d'Al-Kashi, qui, lui, permet de calculer des longueurs de triangles qui ne sont même pas rectangles, donc c'est bien plus utile. Et pourtant, c'est bien le théorème de Pythagore qui est enseigné. Al-Kashi n'a eu que les miettes. Après, Pythagore, il y est pas pour grand chose si c'est son théorème qui est enseigné aujourd'hui. C'est juste qu'il était bien plus populaire qu'Al-Kashi à son époque. Et aussi qu'il est plus abordable. D'ailleurs, il y a quelque chose de vraiment bizarre avec le théorème de Pythagore. Prenons un triangle rectangle de côté 1 et 1. Grâce au théorème de Pythagore, on peut calculer que la diagonale sera racine de 2. Bien, maintenant, complétons le triangle rectangle pour avoir un carré. Les deux côtés du nouveau triangle rectangle, qui complète celui qu'on avait avant, sont également 1 et 1. On peut casser les deux côtés du nouveau triangle pour faire deux triangles, et la somme des côtés des deux triangles fera à nouveau 2. Ce qui veut dire qu'en les cassant à l'infini pour avoir une infinité de triangles, on obtiendra encore et toujours 2. Mais on pourrait penser que vu que les triangles seront infiniment petits, ils colleront la diagonale du carré, et donc on obtiendra 2 égale racine de 2. Mais en vérité, c'est faux, car même si on a une infinité de triangles, ils ne colleront jamais la diagonale. La diagonale fait donc bien racine de 2. Et ça, il y en a certains à qui ça a posé problème, les pythagoriciens, les membres de la secte de Pythagore, car oui, Pythagore était gourou de secte. Enfin bref, les pythagoriciens donc, ils auraient préféré que la diagonale soit égale à 2, parce que racine de 2, c'est un nombre irrationnel, et pour eux, ça c'était très grave. Un nombre qui pouvait pas s'écrire sous forme de fraction, c'était quelque chose d'impossible pour eux, qui défiait tout ce qu'ils pensaient être vrai. Du coup, ils voulaient pas croire en l'existence de racine de 2, alors que pourtant, c'est le nombre qu'ils ont découvert en essayant de calculer la diagonale d'un carré de côté 1, justement grâce au théorème de Pythagore, on le rappelle. Et les premières personnes qui ont essayé de dire à cette époque que si les nombres irrationnels ça existe, ben elles ont été jetées par-dessus le bord au beau milieu de l'océan et personne n'a plus jamais entendu parler des nombres irrationnels. Aux racines de toute la géométrie se trouve un homme respecté et admiré de tous les mathématiciens, Euclide, un mathématicien du 3e siècle avant notre ère qui a fondé ses travaux autour d'une chose qui lui vaut sa célébrité d'aujourd'hui, les axiomes. Des principes c'est évident qu'ils servent de base à toute la géométrie, si bien que s'ils n'étaient plus là, tous nos théorèmes et nos découvertes en géométrie s'effondreraient. Un scénario catastrophique comme celui-ci serait en réalité impossible, car aujourd'hui, tous les mathématiciens s'accordent pour dire que les axiomes d'Euclide ont été bien pensés et qu'ils sont solides. Mais ça, c'est aujourd'hui, car en fait, ça s'est déjà produit dans le passé. En 1813, le mathématicien Carl Friedrich Gauss formule l'hypothèse que d'autres géométries que celles d'Euclide existent, les géométries non euclidiennes, qui ne respectent pas les axiomes d'Euclide. À cause de ces idées nouvelles, les mathématiciens regardent Gauss de travers. Pourtant, c'est grâce à cette nouvelle géométrie qu'Einstein formule sa théorie de la relativité générale, qui explique comment la masse courbe l'espace-temps. Alors, comment c'est possible? Les réponses se trouvent sous votre nez, ou plutôt sous vos pieds. Imaginons que vous souhaitez mesurer la distance entre deux points. La géométrie d'Euclide nous affirme que la droite est le plus court chemin pour y arriver. Si je vous demande maintenant le plus court chemin entre Paris et Tokyo, comment allez-vous faire? Cela semble sûrement évident, et pourtant ce n'est pas une ligne droite, car croyez-le ou non, mais la Terre est ronde. Et la forme de la Terre nous oblige à repenser la géométrie qu'on utilise, avec la géométrie sphérique, une des géométries non euclidiennes. En géométrie sphérique donc, le chemin le plus court pour aller de Tokyo à Paris n'est pas du tout une droite. Et ça, personne ne l'avait compris avant Gauss. Franchement, moi je dis Gauss le GOAT. Un battement d'aile peut provoquer un tsunami à l'autre bout de la planète. Ça vous rappelle sûrement un truc, l'effet papillon. En réalité, c'est un peu exagéré, car un tsunami à cause d'un papillon, c'est impossible dans la vraie vie. Mais l'image reste quand même assez fidèle de ce qui se passe en maths. Une toute petite modification dans un système peut déclencher une suite d'événements en série qui va avoir d'énormes répercussions sur le résultat obtenu. C'est ce qui se passe dans un système chaotique. Alors ouais, sans le battement d'aile, pas de tsunami, et avec battement d'aile, il y a un tsunami. Mais pour autant, c'est pas le battement d'aile qui provoque le tsunami directement. Il n'est qu'un élément déclencheur, le premier domino qui fait tomber tous les autres. Mais heureusement, tous les systèmes ne sont pas chaotiques. Le simple mouvement d'une horloge, par exemple, n'est pas chaotique. Alors qu'un double pendule, un pendule accroché à un pendule, peut devenir totalement bordélique si on modifie un tout petit peu sa vitesse de départ. Ça veut pas dire qu'un système chaotique est un système imprévisible, hein, loin de là. Seulement qu'une toute petite variation des conditions de départ peut totalement modifier le résultat obtenu. Ce qui veut dire qu'en théorie, si vous voulez connaître la météo qui fera dans un mois, vous pouvez, grâce à la théorie du chaos. Mais en pratique, ça vous demanderait de connaître toutes les moindres variations météorologiques jusqu'au mois prochain, ce qui est un petit peu compliqué. On parlait tout à l'heure des nombres univers. Et ben figurez-vous que l'écrasante majorité des nombres qui existent sont des nombres univers. À tel point que si vous pointez n'importe quel nombre réel, il y a exactement 100% de chances que vous tombiez sur un nombre univers. C'est ce qu'on appelle le paradoxe des probabilités continues. Pourquoi 100% et pas 99% ou quelque chose du genre? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins de nombres rationnels que de nombres irrationnels. En fait, même s'il n'y a pas 100% de nombres irrationnels, il y a bien exactement 100% de chances que tu tombes sur un nombre irrationnel. Et c'est pas une valeur approchée, c'est vraiment exactement une probabilité de 100%. Bon, pour les curieux, c'est directement une
conséquence de l'effet inverse du fait que 1 sur infini égale 0. Si vous voulez plus d'explications sur ça et si l'infini vous intéresse, vous pouvez aller voir ma dernière vidéo. Ou alors, illustrons ça autrement. Si on prend un axe horizontal représentant tous les nombres qui existent et qu'on colorie en vert les nombres univers et en rouge les nombres qui ne sont pas des nombres univers, vous ne verrez que du vert, parce que les seuls points rouges seront submergés par la couleur verte. Et ça, c'est pas la seule chose en probabilité qui peut sembler contre-intuitive. Il y a aussi le biais cognitif du joueur. Félicitations, tu viens de gagner au loto. Il y avait peu de chances que ça t'arrive, mais c'est tombé sur toi. Bon bah c'est cool, mais maintenant faut mieux que j'arrête de jouer, car je vais jamais regagner au loto une deuxième fois, c'est pas possible. Eh bien non, tu es tombé dans un piège classique. Gagner une fois au jeu ne te donne pas moins de chances de gagner une deuxième fois. Une fois que t'as gagné une première fois, les chances de gagner une deuxième fois sont exactement les mêmes que pour la première fois. En fait, ce que tu penses dans ce cas-là, c'est que les événements du passé peuvent influencer ceux de l'avenir. C'est un biais cognitif très répandu, et pourtant, un simple calcul de probabilité conditionnelle permet de s'en rendre compte. Parce qu'en fait, la probabilité de gagner 2 fois au loto n'est pas du tout la même que la probabilité de gagner une deuxième fois au loto, sachant qu'on a déjà gagné une première fois. Pour illustrer ça, prenons l'exemple du marcheur isotrope. Vous êtes un marcheur qui part d'un point central du plan et vous vous déplacez aléatoirement, un pas à la fois, dans une direction, nord, sud, est ou ouest. Eh ben, penser que vu que t'as gagné au loto, t'auras moins de chances de gagner une deuxième fois, c'est exactement la même chose que penser qu'au bout de 1000 pas vers l'est, tu vas forcément changer de direction, car les probabilités ne sont pas avec toi. Alors qu'en vérité, non, hein, le 1001ème pas a toujours la même chance d'être vers l'est que le premier pas ou que le 432ème pas. Mais ça nous empêche pas d'avoir cette sensation d'abuser, cette impression de se dire qu'on est un peu naïf si on décide de réessayer de gagner au loto après avoir déjà gagné une première fois. Car même si les maths constituent notre cerveau, il faut se rendre à l'évidence, notre cerveau n'est pas très bon en maths. En face de vous se trouvent 3 portes, A, B et C. Derrière l'une des portes se trouve un autographe signé de ma main, et derrière les 2 autres, des sacs d'argent. Votre but est bien entendu d'obtenir mon autographe, mais vous ne savez pas derrière laquelle de ces 3 portes il se trouve. Moi je le sais. Imaginons que vous choisissez la porte B. Plutôt que de vous montrer ce qui se trouve derrière, je décide d'ouvrir l'une des 2 autres portes, disons la porte C, pour vous montrer qu'il y a un sac d'argent. À ce moment-là, je vous propose 2 choix. Restez avec votre porte initiale, la B, ou changer pour la porte restante, la A. Instinctivement, on pourrait penser que ça n'a aucune importance, car les chances sont de 50-50. Naturellement, vous pensez que j'utilise la psychologie inversée pour inciter à changer de porte, et donc vous décidez de ne pas changer. Pourtant, vous vous êtes trompé, car changer de porte aurait augmenté vos chances de gagner. Quand vous choisissez pour la première fois la porte, vous avez une chance sur 3 de tomber sur l'autographe, et 2 chances sur 3 d'obtenir un sac d'argent. Mais lorsque j'ouvre une porte pour révéler un sac d'argent, les probabilités se modifient. Si vous aviez initialement choisi un sac d'argent, ce qui a 2 chances sur 3 d'arriver, il vous reste désormais 2 chances sur 3 de gagner en changeant de porte, et seulement 1 chance sur 3 de tomber sur l'autographe si vous décidez de ne pas changer. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas du 50-50. Vous et votre complice avez été arrêtés à la suite d'un braquage dans un magasin de bonbons qui a mal tourné. Chacun de vous est interrogé par un enquêteur dans des salles séparées, où tout échange avec votre partenaire est impossible. 2 choix sont alors possibles, vous pouvez choisir de garder le silence ou de dénoncer votre complice. Si vous gardez le silence tous les deux, vous écoperez d'1 an de prison chacun. Et si vous vous dénoncez tous les deux, ça sera 5 ans chacun. Mais si vous choisissez de dénoncer votre partenaire alors que lui se tait, il prendra 10 ans de prison et vous serez libéré. Si n'importe qui d'un peu sensé pencherait pour la première option, ne rien dire pour n'avoir qu'1 an chacun, je vous assure que pourtant le meilleur choix à faire est de dénoncer votre partenaire. Vous n'êtes pas convaincu ? Bien, alors imaginons que votre première idée soit de ne rien dire, et que votre équipier fasse de même. Vous écoperez alors d'une peine de 1 an. Mais vous pouvez alors choisir de le dénoncer pour choisir d'être libéré plutôt que de faire 1 an de prison. Maintenant, si votre complice choisit de vous dénoncer et que vous ne dites rien, c'est vous qui écoperez de 10 ans de prison. Choisir de le dénoncer aussi réduira alors votre peine de moitié. Dans tous les cas, vous avez alors intérêt à dénoncer votre partenaire. La situation aurait pu tourner à la coopération si vous aviez pu vous concerter avant de faire votre choix, mais vu que c'est pas le cas, vous serez toujours plus souvent gagnant si vous dénoncez votre partenaire. Le problème, c'est que vu que votre partenaire se fera exactement le même raisonnement que vous dans sa tête, ce sera 5 ans de prison pour tout le monde, alors que vous auriez pu avoir seulement 1 an en coopérant. Les maths semblent parfois privilégier les comportements égoïstes, alors que la coopération est à première vue bien plus profitable. Le paradoxe du couple. C'est pas le plus complexe des paradoxes à comprendre, mais même s'il est simple, il m'a bien retourné le cerveau la première fois que je l'ai entendu. Un couple a 2 enfants. Vous savez que l'un des 2 enfants est un garçon. Quelle est alors la probabilité que le deuxième enfant soit aussi un garçon? Et si la première fois qu'on l'entend, la majorité des gens répondent 1 chance sur 2, je vous assure que c'est pas le cas. C'est même très simple à comprendre. Si le couple a 2 enfants, on a alors soit 2 filles, 2 garçons, une fille et un garçon, ou un garçon et une fille. Sauf qu'on sait qu'au moins un des 2 enfants est un garçon, donc on peut barrer l'option d'avoir 2 filles. Et il nous reste 3 cas possibles. La probabilité que les 2 enfants soient des garçons est alors d'1 chance sur 3. Mais ce n'est encore rien à côté du plus troublant des paradoxes, le paradoxe des anniversaires.
faire. De tous les résultats surprenants en maths, celui-là est le plus contre-intuitif. Dans une classe de 30 élèves, il y a 70% de chances que 2 personnes soient nées le même jour. Ça paraît complètement impossible et pourtant je vous assure que c'est le cas. Les chances montent même à 99% dans une classe de 54 personnes. Instinctivement, on se dit que c'est pas possible car il y a 365 jours dans une année, donc la proba est de 2 sur 365. Mais non, en fait ça marche pas du tout comme ça. Le problème vient en fait de notre cerveau. Ce que tu te dis, c'est qu'il y a peu de chances que tu sois né le même jour qu'un autre gars dans la classe, donc c'est pas possible. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faut voir le problème. Parce que calculer la probabilité que 2 personnes soient nées le même jour, ça appartient à la combinatoire vu qu'on regarde les combinaisons possibles d'anniversaire entre plusieurs personnes. Et ça donne lieu au coefficient binomial 2 parmi 30, qui après plusieurs calculs nous donne bien 70% de chance. Donc en gros, c'est bien plus complexe que ça en a l'air. On parlait tout à l'heure de Pythagore et de son théorème. Et ben figurez-vous que la conjecture qui est longtemps restée comme la conjecture impossible à démontrer en maths, nous provient également de Pythagore, puisque Pierre de Fermat, celui qui a découvert cette conjecture, a juste repris l'intitulé du théorème de Pythagore. A au carré plus b au carré égale c au carré. Ça, c'est le théorème de Pythagore dans un triangle rectangle. Et ben Fermat a repris exactement cette formule, il s'est juste demandé si c'était aussi possible pour des puissances supérieures à 2, genre a au cube plus b au cube égale c au cube, donnant naissance à la conjecture qui porte désormais son nom, la conjecture de Fermat. Et dans une lettre adressée à un de ses amis, Fermat prétendait même qu'il en avait trouvé une solution, mais que la marge de sa feuille était trop petite pour l'écrire. Ouais, à l'époque, le papier, ça coûtait cher. Finalement, il est mort peu après sa lettre et n'a jamais pu témoigner de sa prétendue découverte. Et ça a pas été sans conséquence, car après ça, pendant des siècles, les mathématiciens ont essayé de démontrer cette conjecture, mais n'y sont jamais parvenus. Fermat était donc un gros menteur sur ce coup-là, à moins qu'il ait eu une vision. C'est que tout récemment, qu'Andrew Wiles, un mathématicien toujours en vie, c'est assez rare pour que ça mérite d'être souligné, a réussi à démontrer cette conjecture, en affirmant que cette équation n'a pas de solution pour un nombre n plus grand que 2. Finalement, tout est bien qui finit bien. Mais retenez quand même qu'il faut pas dire qu'on a fait quelque chose si on se rend compte des années après que, vu les moyens de l'époque, vous avez menti, car les outils mathématiques qu'on a dû utiliser pour démontrer cette conjecture n'avaient même pas été inventés à l'époque de Fermat. Prenez une boule creuse et coupez-la en plusieurs morceaux. À l'aide d'uniquement ces morceaux, vous pouvez reconstituer par puzzle 2 boules exactement identiques à la première, sans les déformer ni rien faire de farfelu. Alors oui, à première vue ça a l'air d'être une énorme arnaque, mais pourtant c'est bien ce qu'affirme l'intitulé du théorème de Banach-Tarski. Rangez quand même vos couteaux car dans la vraie vie c'est évidemment impossible de dupliquer quoi que ce soit. Pourtant en maths, la démonstration est parfaitement valide, logique c'est un théorème. Et pour le comprendre ce théorème, on va ressortir 2 grandes idées, l'infini et l'axiome du choix. Oui je sais, encore l'infini. Le principe qu'on utilise ici est celui du fameux hôtel de Hilbert. Vous savez, ce fameux hôtel infini dans lequel on peut toujours rajouter du monde. Et bien de cet hôtel, une idée importante ressort. Infini plus infini égale infini. Donc en fait, puisqu'il y a une infinité de points dans une boule, il y a autant de points dans une boule que dans 2. Mais si ce théorème est si contre-intuitif au premier abord, c'est parce qu'il contredit un principe qui nous semble bien évident. Quand on coupe un objet en plusieurs morceaux, le volume de l'objet doit être égal à la somme des volumes de ces morceaux. Le problème, c'est qu'en maths, un objet, même en 3D, n'a pas forcément de volume. Et ça, c'est à cause d'un axiome assez contesté dans le monde mathématique, l'axiome du choix. L'axiome du choix nous dit que parmi une infinité de tiroirs contenant une infinité de chaussettes, on pourra toujours créer un ensemble de chaussettes en piochant dans chaque tiroir. Et c'est cet axiome qui permet l'existence de nombreux paradoxes fascinants en mathématiques, comme le paradoxe de Banach-Tarski. Enfin bref, toujours est-il que pour les mathématiciens, découper un gâteau en 5 parts de façon à ce que les 5 invités reçoivent chacun un gâteau entier, ça pose pas de problème. La Terre est plate. Oui je sais, ça peut paraître un peu débile quand on regarde ce qu'on a vu juste avant avec Eratosthène. Et non, ça n'a rien à voir avec le théorème de Banach-Tarski, vous allez comprendre. Tout le monde sait que la Terre est ronde, mais pourtant, pour un topologue, un adepte de la topologie, elle est également plate. La topologie, c'est cette variante de la géométrie qui étudie tout ce qui est relatif notamment aux trous et aux nœuds. En fait, en topologie, 2 objets sont les mêmes si en déformant un, on obtient l'autre. Du coup, une boule est aussi bien un cube qu'une pyramide qu'une feuille de papier. Alors on pourrait se dire dans ce cas-là que n'importe quel objet est le même qu'un autre, mais non, un objet avec un ou plusieurs trous, comme un pichet d'eau par exemple, ne peut pas être obtenu à partir d'une boule, car on n'a pas le droit de combler les trous en topologie. C'est grâce à la topologie qu'on a notamment pu expliquer la forme de notre cher univers. Parce que ça va peut-être vous surprendre, mais l'univers n'est pas infini. Bon, en fait c'est parfaitement logique, un univers infini ça semble délirant, mais ce qui semble pourtant encore
encore plus délirant, c'est un univers fini. Car à première vue, si l'univers est fini, c'est qu'il a un bord, et ça, on a du mal à l'accepter. Mais heureusement pour nous, la vérité est tout autre. On connaît évidemment pas la forme de notre univers, mais il se pourrait très bien, par exemple, que l'univers soit un tor, un donut. Dans ce cas-là, on imagine qu'une personne qui arrive à un bout de l'univers est téléportée à un autre bout, un peu comme dans un portail interdimensionnel. La question de la forme de l'univers nous semble alors bien moins extravagante. Merci la topologie. Est-ce que vous vous êtes déjà émerveillé devant un carré? Moi non, pour moi un carré ça a toujours été un truc chiant sans réel intérêt. Et c'est normal, rien que le rond dont on a déjà parlé est déjà bien plus intéressant. Certaines de ces figures sont tellement fascinantes qu'elles sont parfois considérées comme des monstres parmi la communauté mathématique, tellement elles sont dures à comprendre. Le ruban de Mobius, la forme qui a permis le voyage dans le temps possible dans Avengers. Pour ceux qui connaissent pas, le ruban de Mobius c'est tout simplement un ruban. Pour le construire, il te suffit de prendre un morceau de papier et de rejoindre les deux bouts du papier, mais en retournant un bout. Et à la différence d'un ruban classique, qui lui a une face à l'intérieur et une face à l'extérieur, le ruban de Mobius n'a qu'une face. Ce qui veut dire que là où on peut très bien s'amuser à colorier les deux côtés d'un ruban de deux couleurs différentes, en coloriant le ruban de Mobius sur un côté, tu te retrouveras sans te rendre compte à colorier l'entièreté du ruban. Les courbes remplissantes. Un objet en une dimension, c'est une ligne dont la largeur est nulle. La seule chose qu'on connaît de cette ligne, c'est sa longueur. Donc on pourrait se dire que même en ayant plein de lignes en une dimension, on pourra jamais remplir une surface en deux dimensions comme un carré par exemple. Après tout, 0 fois l'infini, ça fait toujours 0, non? Et ben pourtant, c'est exactement ça les courbes remplissantes. Des courbes qui, même si elles n'ont pas de largeur, peuvent en se combinant créer une surface. La première courbe remplissante qui a été trouvée a été celle de Peano. Et à l'époque, elle a vraiment bouleversé les mathématiciens. Car le fait de pouvoir remplir entièrement un carré qui lui a une largeur, avec des objets qui n'en ont pas, ça défie vraiment la logique humaine. L'éponge de Menger. Prenez un carré, coupez-le pour avoir un quadrillage de 3 par 3, puis enlevez le carré du milieu. Maintenant, coupez à nouveau chacun des carrés restants pour avoir un quadrillage 3 par 3, et répétez l'opération jusqu'à l'infini. Vous venez d'obtenir le tapis de Sierpinski. Vous pouvez remarquer que plus on répète l'opération, plus la surface du grand carré va diminuer. Donc, en répétant l'opération à l'infini, la surface tend vers 0. Mais pas vraiment non plus, parce que quoi qu'il arrive, les contours des grands carrés resteront, donc le carré ne sera jamais totalement vide. Vous l'avez peut-être deviné, on obtient encore une fractale. Et comme les objets qu'on a vus tout à l'heure, cette fractale possède une dimension qui lui est propre, et qui vaut environ 1,89. Essayons maintenant de généraliser le tapis de Sierpinski dans une troisième dimension, avec un cube. On enlève d'abord le cube du milieu, puis en répétant l'opération, on se retrouve très logiquement avec quelque chose de semblable au tapis de Sierpinski mais en 3D, l'éponge de Menger, dont la dimension fractale vaut environ 2,73. Faudra quand même qu'on m'explique la ressemblance entre ça et une éponge. Ces mathématiciens qui ont mal fini. Les maths, c'est cool, sauf quand ça rend schizophrène. Pas ma meilleure phrase d'accroche. John Nash a été un grand mathématicien du XXe siècle dont les découvertes ont renversé la théorie des jeux, la sociologie et l'économie, où il a reçu un prix Nobel. Il a notamment donné son nom à l'équilibre de Nash en théorie des jeux, dont l'histoire est racontée dans le film Un homme d'exception, que je vous recommande d'aller voir si vous l'avez pas déjà vu. Malheureusement, John Nash a souffert une grande partie de sa vie de schizophrénie paranoïde. Il croyait fermement être en contact avec des extraterrestres, avec des gens venus d'autres dimensions, et pensait recevoir des messages codés d'agents secrets. Ces délires alimentaient sa paranoïa, ce qui le rendait méfiant avec son entourage. Il pensait que certaines personnes conspiraient contre lui, ce qui le plongeait dans un isolement encore plus profond. Ses relations personnelles en ont énormément souffert. Ces crises l'ont poussé à se retirer de la société, perdre sa femme avec laquelle il était marié, et perdre ses collègues et ses amis. C'est à cette époque que sa carrière académique a été totalement arrêtée, car il ne pouvait plus se concentrer sur ses recherches en mathématiques. Et en même temps, il a dû endurer le lourd traitement de l'époque utilisé pour traiter les troubles mentaux, qui impliquaient des thérapies par électrochoc et de lourds médicaments antipsychotiques. Ces traitements ont eu des effets secondaires importants comme une altération de ses capacités mentales et une perte de créativité considérable. Heureusement, il a quand même fini par retrouver un état de santé mentale stable, toujours avec des visions, mais il était désormais capable de les contrôler. Il a pu renouer ses relations amicales et amoureuses et a pu reprendre ses recherches en mathématiques et a finalement obtenu son prix Nobel, accompagné de la femme qu'il aimait. Mathématicien allemand né en 1845 et connu pour être le pionnier de la théorie des ensembles, Cantor a eu une vie des plus difficiles. L'une de ses grandes découvertes de l'époque a été de prouver qu'il existait des infinis de tailles différentes, ce qui était une avancée démentielle en maths, et pourtant elle fut très mal reçue par la communauté mathématique. Des grands noms des maths comme Leopold Kronecker, un de ses anciens professeurs, se sont acharnés contre lui, disant que ses idées n'avaient aucun sens et ont tout fait pour bloquer sa carrière. En plus de sa lutte pour faire accepter ses théories, il a aussi eu des problèmes de santé mentale, souvent décrits comme des dépressions nerveuses sévères.
Il a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique et en est même parfois arrivé à douter de ses propres travaux, ne reconnaissant plus le vrai du faux. Cantor a également manqué d'argent malgré ses efforts pour améliorer sa situation professionnelle, mais tout ça ne l'a conduit qu'à des périodes de grande détresse psychologique. Cantor est mort en 1918 dans un hôpital psychiatrique sans avoir pu être reconnu ni récompensé. Malgré ça, aujourd'hui, il est largement reconnu dans la liste des plus grands mathématiciens du monde et on lui doit des avancées majeures qui s'étendent dans des domaines variés. Évariste Galois était au 19e siècle un jeune mathématicien prodigieux. Même très jeune, puisqu'à seulement 20 ans, il réalise déjà des travaux sur la théorie des groupes et des équations algébriques d'une très grande complexité. Son problème, c'est qu'il était plus bon en maths qu'en français, donc quand il passa le concours pour rentrer à X Polytechnique à Paris, ses idées novatrices étaient d'une grande richesse, mais pas vraiment compréhensibles par ses examinateurs, ce qui lui valut d'échouer à 2 fois le concours. Galois était aussi engagé en politique, ce qui lui valut de multiples emprisonnements, mais le pire reste à venir. Un jour, Galois se fit convoquer en duel dans la rue par un homme dont la femme avait des liaisons secrètes avec lui et se fit abattre d'une balle. La veille du duel, il jeta toutes ses idées révolutionnaires sur une lettre destinée à ses amis, comme s'il savait que sa fin était proche. Galois est mort sans n'avoir jamais vraiment été reconnu de son vivant, mais aujourd'hui son nom est gravé à jamais dans l'histoire des maths. Après la Première Guerre mondiale, dans une période de l'histoire où chaque branche des maths était dispersée et enseignait selon sa manière, l'enseignement en maths était chaotique. Alors, un homme va apparaître comme le sauveur, le génie qui va réorganiser la manière dont les maths étaient enseignées, un mystérieux Nicolas Bourbaki. Mystérieux parce que personne ne l'a jamais vu, et ça pour une raison très simple, il n'existe pas. Après avoir cherché partout dans les documents, on n'a trouvé aucune trace d'un Nicolas Bourbaki, et on a dû se rendre à l'évidence, ce mathématicien n'en est pas un. En fait, après la Première Guerre mondiale, un groupe d'étudiants à l'ENS va se réunir sous le nom de Nicolas Bourbaki, en faisant passer leurs découvertes pour les découvertes d'un mathématicien inconnu au bataillon. Ça leur évitait de se faire repérer, parce que oui, un groupe de jeunes étudiants qui révolutionnent les maths, ça aurait très certainement pas plu à l'époque. On aurait pu croire qu'ils voulaient profiter de la situation intellectuelle pour dépasser leurs prédécesseurs, et réussir à tout prix. Donc ils ont préféré faire dans l'anonymat le plus total. Parfois, les maths peuvent faire peur. Les dimensions difficiles à se représenter, on l'a vu avec les dimensions d'Hausdorff, ça existe. Et pas qu'avec les dimensions intermédiaires, hein. Un exemple bien plus connu, c'est évidemment celui de la 4ème dimension. Un concept aussi impossible à concevoir en maths qu'en physique. Pourtant, les maths l'ont fait, ou pour être plus exact, Alicia Boole l'a fait. Comment envisager une 4ème dimension ? C'est exactement ce à quoi a consacré sa vie Alicia Boole. Pour ça, il a déjà fallu comprendre comment les dimensions qu'on connaît sont faites. Tout commence avec la première dimension, juste une ligne. En combinant les lignes, on obtient un carré, on passe alors en 2ème dimension, et en combinant les carrés, on arrive au cube et à la 3ème dimension, celle qu'on connaît. Puis en combinant les cubes, on obtient l'équivalent du cube dans la 4ème dimension, appelé hypercube ou tesseract. Le problème, c'est que nous, on peut pas se représenter la 4ème dimension. Donc si on dessine le patron d'un hypercube, on se retrouvera avec ça. Évidemment, on comprend pas bien cette forme, mais c'est le mieux qu'on peut avoir, donc on va s'en contenter. Et le travail d'Alicia Boole ne s'est pas arrêté au cube, car de la même manière qu'on a des polygones et des polyèdres réguliers pour les 2ème et 3ème dimensions, comme le triangle et la pyramide, il est très logiquement possible de donner un équivalent des polygones et des polyèdres en 4ème dimension. Mais d'ailleurs, d'où ils viennent ces polygones et polyèdres réguliers? Tous ces noms nous viennent d'un homme que vous connaissez bien, Aristote. Ah, Aristote, quel personnage, hein. Un grand philosophe, disciple de Platon, qui a été à l'origine de nombreux concepts spirituels, mais en maths, il était, on pourrait dire, un peu moins doué. Et ce qui est embêtant avec Aristote, c'est que vu que ce qu'il disait en philosophie était véridiquement intéressant, et qu'il était respecté par tout le monde, et ben ce qu'il disait en maths, tout le monde le croyait aussi, même si des fois c'était des trucs vraiment aberrants qui sortaient. Par exemple, imaginons une roue dans une roue. La première, on peut le voir, est bien plus petite que la deuxième, puisqu'elle est même contenue dans la deuxième. Pourtant, on peut remarquer quelque chose qui peut étonner à première vue. Si on fait faire un tour complet à la grande roue, la petite roue fera également exactement un tour complet. Du coup, ce qu'affirme Aristote, c'est que ok, les deux cercles, on le voit bien, ils possèdent des diamètres différents, mais pour autant, ils ont la même circonférence, donc en gros la même taille. Alors que non, hein, les deux roues n'ont pas du tout la même circonférence. Mais bon, arrêtons de blâmer Aristote, c'est quand même grâce à lui si aujourd'hui on a les polygones réguliers dont on parlait. Ah non, en fait on me dit dans l'oreillette que c'est à Platon qu'on doit les polygones réguliers. Bon bah désolé Aristote. Et sur quoi repose-t-il ces polygones? Les 5 polygones réguliers sont les premiers polygones à côté et angles égaux. Mais pourquoi on en a gardé 5? À cause des 5 éléments. Ouais, pour Platon, c'était un signe du destin. 5 éléments, le feu, l'eau, la terre, l'air et l'éther, ça voulait forcément dire qu'il y aurait 5 polygones réguliers. Parce que, vous comprenez, ça aurait fait une trop grosse coïncidence. Et Aristote, notre cher Aristote, va même reprendre le concept des 5 polygones réguliers pour donner les 5 sens. Car oui, en vérité, on a bien plus que 5 sens. Mais Aristote disait,
Non, ça sera 5 parce que 5 éléments et 5 polygones réguliers. Enfin bref, pour revenir à Alicia Boole, ce qui est très dommage, c'est qu'elle a jamais pu avoir accès aux écoles qu'elle méritait, à des contacts mathématiciens ou autre chose. Pourtant, elle a fait des découvertes incroyables. Et le pire, c'est que vu qu'elle avait accès à aucune institution mathématique, car c'était une femme, elle savait pas que ce sur quoi elle a travaillé durant toute sa vie avait en fait déjà été fait par un homme, 30 ans plus tôt, dans une publication détaillée de 240 pages, ce qui mit fin à la crédibilité d'Alicia pour de bon parmi la communauté mathématique. Quand les maths se mélangent. Savez-vous qu'il existe plusieurs branches des maths? La géométrie, bien entendu, mais aussi l'algèbre, l'arithmétique, l'analyse et j'en passe. Chacune de ces branches a une spécificité. La géométrie ne s'occupe pas du tout des mêmes aspects mathématiques que l'analyse par exemple. On peut même dire qu'ils n'ont rien à voir. Alors qu'arriverait-il si certaines de ces branches se mélangeaient? L'hypothèse de Riemann. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, car j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos. En gros, le principe, c'est qu'on a une fonction assez complexe. Mais littéralement complexe, puisqu'elle se situe dans le plan complexe, avec les nombres imaginaires dont on a déjà parlé. Et comme pour une équation, on cherche à savoir quand est-ce qu'elle est égale à 0. Donc très logiquement, on pourrait se dire qu'elle fait partie de la branche des maths qu'on appelle l'analyse complexe. Cette fonction, c'est celle-ci, ou celle-ci. En fait, les deux fonctionnent. Il y en a une qui est sous forme de somme, et l'autre qui est sous forme de produit. À première vue, on s'en fout un peu d'en avoir deux, puisque les deux marchent. Sauf que si on regarde un peu mieux la deuxième formule, on peut s'apercevoir d'un truc. On a des nombres premiers, les briques élémentaires des maths, qui ne sont divisibles que par 1 et eux-mêmes. Et ça, c'est assez perturbant, car normalement, on retrouve jamais des nombres premiers dans des fonctions, puisqu'en fait, les nombres premiers, ça appartient à la branche de l'arithmétique. Et on voit pas du tout pourquoi ils apparaissent ici. Depuis Euclide, on sait qu'il existe une infinité de nombres premiers, mais on connaît quand même pas leur répartition exacte. En gros, on n'a pas de formule pour calculer tous les nombres premiers jusqu'à l'infini. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, l'hypothèse de Riemann, c'est un problème irrésolu, exactement comme la répartition des nombres premiers. Trouver la réponse à l'hypothèse de Riemann pourrait donc nous donner la répartition exacte des nombres premiers. Autrement dit, parce que je vois que vous réalisez pas très bien, ça pourrait nous permettre de bien mieux communiquer dans l'espace, prévoir la météo, innover dans la musique, jouer à des jeux très puissants sur des grippins, déchiffrer toutes les cartes bancaires du monde, et même trouver les remèdes contre toutes les maladies existantes. Donc si après ça, vous me dites encore que les maths ça sert à rien, je saurais plus quoi vous dire.